Maman, tu coûtes trop cher pour Noël. C'est exactement ce qu'il a dit. Sans détour, sans une once de honte. Debout dans ma cuisine, les bras croisés, l'air agacé, comme si je lui demandais une faveur déraisonnable. Mon propre fils. Je suis restée figée. Le bol de biscuits que je préparais pour mes petits-enfants me glissa presque des mains. Il n'y eut pas d'explosion, pas de dispute, seulement ce silence lourd, épais, celui qui tombe quand quelque chose en vous se brise net. « Trop cher ?» ai-je répété doucement, comme si ma voix appartenait à quelqu'un d'autre. Il soupira. « Oui. C'est simple, maman. Les cadeaux, le repas, les décorations, on ne peut plus se permettre ça si tu veux encore venir chaque année. C'est trop. On ne peut plus payer pour tout le monde. Alors si tu viens, il faut que tu participes davantage. » Ou, il a marqué une pause qui disait tout, une pause qui cherchait à être polie, mais qui sentait la pression, la manipulation, la honte renversée sur moi. « Ou tu restes chez toi cette année ?» Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal. La phrase, le ton, ou le fait qu'il regardait son téléphone pendant qu'il me parlait, comme si mes émotions n'avaient aucune importance, comme si je n'étais qu'un coup, une charge, une vieille femme qui grève leur budget de fête, une femme qui dérange. Je sentais mes mains trembler légèrement, mais je les ai cachées sous la table. À cet instant, une partie de moi voulait répondre « D'accord, mon chéri, je ferai un effort. Je comprendrai. Pour vous, pour les petits. » C'est ce que j'avais fait toute ma vie. Arrondir, adoucir, me taire, comprendre, excuser. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, quelque chose s'est levé dans ma poitrine. Un mélange de douleur, de lucidité et d'une forme de dignité qui m'avait trop longtemps échappé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme de presque 50 ans, mon fils unique, devenu étranger à moi sans que je m'en rende compte. Un homme qui parlait d'argent, comme s'il parlait d'amour, parce que pour lui, l'un avait toujours remplacé l'autre. « Tu te rends compte de ce que tu dis ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux au ciel. « Oh, maman, ne dramatise pas. On parle juste de budget. Tu sais bien que tout augmente. Et puis, tu m'as toujours aidé financièrement, non? Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça poserait problème. » Voilà, c'était dit, le vrai fond de sa pensée. Ma valeur résumée à mes virements, à mes courses offertes, à mes billets glissés pour aider, à ma retraite, qu'il a trop souvent considérée comme une poche commune. Il ajouta, sans même mesurer la cruauté de ses mots. « Si tu ne peux pas suivre, eh bien, tu devras t'adapter, maman. C'est comme ça. S'adapter. À quoi? À l'idée que ma présence dépend de ce que je finance, que mon rôle de mère se mesure en euros, que Noël n'est plus une fête, mais une facture. » J'ai senti une chaleur monter dans ma gorge, pas de colère, non, mais un vertige. Un vertige soudain devant tant d'ingratitude. J'ai pensé à tous les Noëls passés, aux nuits blanches, pour préparer les cadeaux, aux repas cuisinés seuls, aux économies faites en silence pour que mon fils n'ait jamais honte de son enfance, aux manteaux que je me privais d'acheter pour lui offrir son premier vélo, aux fêtes où je faisais semblant d'être heureuse pour ne pas alourdir sa vie. J'ai pensé à l'enfant qu'il avait été, celui qui courait dans le salon avec un bonnet de Père Noël, qui posait sa tête sur mon épaule en murmurant « Je t'aime, maman. » Où était passé cet enfant? Quand avait-il disparu? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la femme que j'étais alors, celle qui pardonnait tout, celle qui donnait jusqu'à s'oublier, celle qui croyait naïvement que l'amour maternel suffisait. Cette femme, à ce moment précis, s'est levée en moi, pour la dernière fois, et elle a dit non, pas à haute voix, pas en criant, pas en se justifiant. Un non silencieux, un non intérieur, un non qui change une vie. Je me suis redressée. J'ai posé mes mains sur la table pour stabiliser ce tremblement léger qui montait. « Très bien, » ai-je dit. « Je comprends. Merci de m'avoir dit les choses clairement. » Il sembla soulagé d'éviter un conflit, soulagé de croire que je pliais encore. Il s'apprêtait à partir quand j'ai ajouté, d'une voix calme, presque douce, « Ne t'inquiète plus pour les dépenses. À partir d'aujourd'hui, je ne paierai plus rien pour Noël. Ni pour Noël, ni pour autre chose, plus jamais. » Il s'est retourné, surpris. Le ton, sans colère, l'a déstabilisé. « Comment ça? » Mais je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Parce qu'en réalité, je venais de faire bien plus qu'arrêter de payer. Je venais d'ouvrir une porte intérieure que je n'avais jamais osé toucher. La porte de ma liberté. Il ne le savait pas encore.
Il ne comprenait même pas ce qu'il venait de déclencher. Mais bientôt, il le découvrirait. Et ce jour-là, ce ne serait pas moi qui compterais les pertes. Ce serait lui. Après son départ, je suis restée longtemps seule dans ma cuisine, les mains posées sur le bois froid de la table. Le silence résonnait encore de cette phrase. « Tu coûtes trop cher pour Noël », comme si toutes mes années de maternité venaient d'être ramenées à un chiffre, à une colonne de dépenses, à une écriture comptable. Alors, pour ne pas sombrer, j'ai laissé venir les souvenirs. Pas ceux qui font mal, ceux qui éclairent, ceux qui rappellent que j'ai existé autrement qu'à travers un relevé bancaire. Je revois la jeune femme que j'étais, 22 ans, les yeux encore pleins de projets, de maladresse et de certitudes naïves. J'avais rencontré le père de Marc dans une petite librairie où je travaillais le samedi. Il était entré en demandant un recueil de poèmes, mais c'était son sourire, timide et un peu gauche, qui m'avait fait sentir qu'une histoire commençait. Nous étions jeunes, inexpérimentés, pauvres, mais amoureux. Je me souviens de la petite chambre mansardée que nous louions, avec son papier peint défraîchi et son unique fenêtre donnant sur les toits. Nous n'avions presque rien, mais j'étais heureuse. Je faisais des soupes avec 3 légumes. Il réparait les meubles trouvés dans la rue. Nos hivers étaient froids, certes, mais nos mains se cherchaient toujours sous les couvertures. Puis Marc est arrivé. Mon fils, mon unique enfant. Je me souviens du moment où l'on me l'a posé sur la poitrine. Il ne criait pas. Il m'a simplement regardé, avec cette intensité absolue que seuls les nouveau-nés possèdent. J'ai compris qu'à partir de ce jour, ma vie ne serait plus vraiment la mienne, et j'en étais fière. Nous avons traversé tant de choses ensemble. La précarité, le chômage de son père, les fins de mois où je comptais les pièces pour acheter du lait, les pantalons rapiécés, les goûters faits maison, les cadeaux de Noël achetés en secret sur des brocantes pour qu'ils ne voient pas que je luttais pour tout. Mais jamais, pas une seule fois, je n'ai regretté. Chaque nuit où je veillais une fièvre, chaque jour où je travaillais double pour qu'il puisse aller en voyage scolaire, chaque été où je n'achetais rien pour moi, afin de lui offrir un vélo, un maillot, un sourire. Les sacrifices ne me faisaient pas souffrir. Ils me donnaient un sens. Je me souviens d'un soir, Marc devait avoir 7 ou 8 ans. Il était rentré de l'école avec une carte de Noël qu'il avait fabriquée. Sur le papier rouge, il avait collé des étoiles en papier d'aluminium et avait écrit, avec ses lettres maladroites, « Pour la meilleure maman du monde ». Je me rappelle avoir senti mes yeux se remplir de larmes. Il avait posé sa petite tête contre mon épaule et avait murmuré « C'est vrai, tu sais. Même si on n'est pas riche, tu me rends très heureux. » Cette phrase, si je pouvais la retenir à jamais, je le ferais. Parce qu'elle est la preuve que l'amour existait, que la gratitude était là, avant que le temps et la vie ne changent les priorités. Avec les années, Marc a grandi. Son père est tombé malade quand il avait 20 ans. Il m'a fallu gérer les soins, la maison, les démarches administratives, tout en travaillant encore. Je suis devenue une femme solide. Presque trop. Une femme qui ne demande rien parce qu'elle sait que personne ne viendra l'aider. Quand Henri, mon mari, est mort, Marc a été présent. Quelques semaines seulement. Puis il est reparti dans sa vie, dans son couple, dans sa carrière. C'est normal. Un fils doit vivre sa vie. Je ne lui en ai jamais voulu. Mais petit à petit, je devenais une silhouette périphérique. Ce n'était pas méchant. C'était la vie. Nous nous voyons moins. Il appelait peu. Puis il a commencé à parler d'argent, avec une aisance qui me déroutait. « Tu pourrais m'aider pour la compte de la voiture? Tu peux avancer pour les vacances? Tu as une bonne retraite, non? Tu peux participer un peu, maman? » Je n'ai jamais dit non. Je voulais être une mère soutenante, moderne, généreuse. Sauf qu'à force de donner, j'ai disparu de l'équation familiale, autrement que comme une tirelire. Je repense aujourd'hui à ce premier Noël où j'avais tout payé, le repas, les cadeaux, les décorations. Mon fils m'avait remercié d'un « Tu nous sauves comme toujours ». J'avais souri. J'y avais vu de l'affection. Je n'avais pas compris que je venais de signer un contrat tacite, celui où ma présence serait conditionnée à ma contribution financière. Lorsque j'ai repensé à tout cela, après qu'il a prononcé la phrase « Tu coûtes trop cher pour Noël », j'ai eu l'impression de revoir une fresque entière. Une fresque où j'apparaissais toujours avec un sac de courses, un chèque, une solution, et rarement avec une place, un respect, une écoute. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que j'ai participé moi-même à cette dérive. J'ai tellement donné que donner est devenu ma seule valeur. Et c'est précisément ce jour-là, dans ma cuisine,
que j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais jamais appris à dire non, ni pour l'argent, ni pour l'amour, ni pour ma dignité. Alors oui, cette phrase m'a brisée. Mais elle m'a aussi réveillée, parce que pour la première fois depuis des décennies, j'ai eu envie, pas par caprice, pas par vengeance, d'exister autrement que par le prix que je pouvais payer pour eux. Et je ne savais pas encore à quel point cette décision allait bouleverser tout ce qui allait suivre. Quand je repense aux années qui ont précédé cette fameuse phrase « Tu coûtes trop cher pour Noël », je me rends compte que les signes étaient déjà là, discrets au début, presque invisibles, comme des micro-fissures dans un mur qui semble encore solide mais qui menace déjà de s'écrouler. Je n'ai rien vu venir, ou plutôt, je n'ai rien voulu voir. On se dit toujours que les enfants ne feraient jamais exprès de blesser, qu'ils sont juste fatigués, préoccupés, maladroits. Mais un jour, on ouvre les yeux et on comprend que la maladresse répétée porte parfois un nom bien plus dur, le mépris ordinaire. Tout a commencé par des détails, des tout petits gestes qui, sur le moment, n'avaient pas l'air si graves. Il y a eu ce dîner, par exemple. Un dimanche soir, j'étais venue avec un rôti que j'avais préparé, comme souvent. J'aimais cuisiner pour eux, c'était ma façon de dire « je suis là », sans être envahissante. Chloé m'a accueillie avec un sourire mince. « Oh, tu as encore apporté quelque chose ?» On aurait pu se débrouiller, tu sais. Le ton n'était pas insultant, mais il était froid, comme si mon geste n'était pas bienvenu, comme si j'avais commis une erreur. Je me suis excusée, imaginée, d'avoir apporté un plat. Marc a haussé les épaules en disant « Maman adore faire ça ». Ça lui évite de se sentir inutile. J'ai ri, pour masquer la blessure. Je me suis assise à table et j'ai avalé cette phrase comme un médicament amer qui reste coincé dans la gorge. Utile, inutile. Était-ce vraiment la place qu'il me donnait désormais? Un autre jour, alors que je venais garder les enfants, Chloé m'a dit « Tu ne pourrais pas éviter de leur donner du sucre? Ils sont assez excités comme ça. » Je n'avais donné qu'une compote et 2 biscuits. Mais elle prononçait chaque mot comme si je mettais leur santé en danger. Comme si la mère que j'avais été celle qui avait élevé Marc avec attention et rigueur n'avait plus la moindre compétence. J'ai répondu doucement « Bien sûr, ma chérie, tu as raison. » Elle n'a pas entendu la petite déchirure dans ma voix, ou elle ne voulait pas l'entendre. Puis il y a eu les oublis, les dîners organisés, sans que je sois invitée. Les promenades au parc où on me disait ensuite « Ah, c'était improvisé, maman, on ne voulait pas te déranger. » Déranger. Ce mot-là, je l'ai senti glisser dans ma vie comme une ombre, insidieuse, persistante. Un jour, je suis arrivée à l'improviste, ce qui n'était pas dans mes habitudes. J'avais apporté un petit livre pour les jumeaux. J'ai sonné. J'ai entendu des pas, des voix, puis le silence. Personne n'a ouvert. Je suis restée là, quelques minutes, un livre à la main, devant une porte qui ne voulait pas de moi. Je crois que ce soir-là, j'ai senti pour la première fois un véritable froid dans ma poitrine. Le soir même, Marc m'a envoyé un message. « Désolée, maman, on était occupés. La prochaine fois, préviens. Préviens. » Comme une visite chez le plombier. Il y a eu des remarques aussi. Des remarques qui ne sont pas méchantes en elles-mêmes, mais qui, mises bout à bout, dessinent un portrait humiliant. « Tu te fatigues vite, maman. C'est normal, c'est l'âge. Tu sais utiliser ce téléphone ou tu veux que je te montre? Ne te penche pas trop, tu vas tomber. Tu dors bien dans ta maison, toute seule? » Chaque fois, je souriais. Je faisais semblant d'être amusée. Mais à l'intérieur, je me recroquevillais un peu plus. On me parlait comme à une vieille femme fragile, incapable, dépassée. Alors que j'avais traversé des deuils, du travail dur, des nuits sans sommeil, des années entières de responsabilité. On me parlait comme à une enfant qu'on tolère, mais qu'on ne respecte plus. Il y a eu aussi l'argent, toujours l'argent. Chloé disait parfois, en plaisantant à moitié, « C'est pratique d'avoir une maman qui peut aider, hein ?» Marc répondait, « Oui, mais faut pas abuser non plus. Elle n'est pas Crésus. » Il riait. Moi aussi, pour sauver la soirée. Mais je n'étais pas dupe. Une frontière invisible s'était installée entre eux et moi. Une frontière où l'on ne parlait plus de moi comme d'une mère, mais comme d'une ressource. Un soir, Marc m'a dit, « Maman, tu pourrais laisser ta carte chez nous, non? Au cas où on doit acheter quelque chose pour toi ou pour les enfants. » J'ai eu un sursaut intérieur. Je ne sais pas d'où il venait. Être de cette part de moi qui refusait de mourir tout à fait. J'ai répondu, « Non, mon chéri, ce n'est pas nécessaire. » Il a levé un sourcil. « D'accord, comme tu veux.
C'est juste pour simplifier. Simplifier. Quel mot pratique pour dissimuler une prise de pouvoir. Il y a eu cette fois aussi, la plus significative peut être. J'étais chez eux pour garder les enfants, et Chloé est rentrée plus tôt. Elle a regardé la cuisine, un peu en désordre après le goûter, et elle a dit d'un ton neutre, « Tu aurais pu nettoyer un peu, Hélène. Ça nous aiderait. » Hélène, plus maman, plus mamie. Juste Hélène, comme une employée, comme quelqu'un à qui on donne des tâches. Je suis restée immobile, une éponge à la main, incapable de répondre. Ma gorge s'était nouée. Elle a ajouté en attrapant un torchon. « Ce n'est pas grave, hein? Mais tu pourrais faire un effort. Un effort. Après une vie entière d'efforts. Je ne sais pas combien de temps je suis restée plantée là, devant l'évier. Je me souviens seulement du bruit de l'eau qui coulait et de la sensation étrange que quelque chose en moi se décrochait. Tous ces petits moments, ces petites phrases, ces petits gestes. À l'époque, je n'ai pas compris. Je me disais que j'exagérais, que je devais être sensible, qu'ils étaient juste stressés, fatigués. Mais après sa phrase sur Noël, tout est revenu, comme une vague qui remonte la plage après des années d'accumulation. Je n'étais plus tout à fait une mère, plus tout à fait une grand-mère, plus tout à fait une personne. J'étais devenue une option, un supplément, un coût. Et le pire, c'est que je l'avais accepté, sans le voir. Jusqu'à ce jour-là, jusqu'à la goutte d'eau, la phrase sur Noël avait planté une écharde dans mon cœur. Mais la goutte d'eau, celle qui m'a finalement brisée, celle qui a transformé ma douleur en décision, elle est venue quelques jours plus tard, un après-midi gris de décembre, quand l'air sentait la pluie et la fatigue. Ce jour-là, je m'étais rendue chez Marc pour déposer les cadeaux des enfants. Comme chaque année, j'avais pris le temps de choisir quelque chose de beau, de simple, de sincère. Je voulais qu'ils se rappellent de moi autrement qu'à travers les repas que je préparais ou les chèques que je glissais dans une enveloppe. J'avais emballé les cadeaux avec soin, mis des rubans dorés, écrit un petit mot à chacun. Cela me prenait du temps, mais cela me donnait l'impression d'exister encore dans leur vie. Quand j'ai frappé à la porte, c'est Chloé qui a ouvert. « Ah, c'est toi, dit-elle sans chaleur. Entre. » J'ai posé les petits paquets au pied du sapin. Les enfants n'étaient pas là. Marc non plus. Ils sont sortis? Ai-je demandé. Oui. Ils sont partis choisir un cadeau pour ma mère, répondit-elle en rangeant quelque chose dans un placard. On essaie d'organiser un Noël plus équilibré cette année. Un Noël équilibré. Cela sonnait comme une ironie cruelle, maintenant que je savais que j'étais, selon eux, trop chère. Je voulais repartir, mais quelque chose m'a retenue. Un instinct, une intuition, un appel silencieux venant de l'intérieur de moi. Je me suis approchée de la table, où traînait une pile de papier. Chloé a immédiatement fermé un dossier, comme si elle craignait que je lise quelque chose. Trop tard. Mon regard avait eu le temps de capter quelques mots. Révision des charges, compte commun, contribution H-renard. J'ai senti un courant glacé me traverser. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé doucement. « Rien qui te concerne » répondit-elle sèchement, en serrant les feuilles contre elle. Mais si, cela me concernait, j'en étais sûre. J'ai avancé d'un pas. Ma voix était calme, mais mes doigts tremblaient légèrement sur la table. « Montre-moi, Chloé, s'il te plaît. » Elle a soupiré, agacée. Elle a ouvert le dossier d'un geste brusque. « Très bien. Tu veux voir? Tu vas voir. » Et elle a laissé tomber les papiers devant moi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai lu. Une sorte de tableau, soigneusement préparé sur un ordinateur, avec des colonnes, des chiffres, des estimations, des projections, le tout intitulé « Budget familial, plan prévisionnel 2024, participation financière d'Hélène, estimation à confirmer ». Mon nom, comme une ligne comptable dans leur organisation. Il y avait tout, une part pour les courses, une part pour les vêtements des enfants, une part pour les vacances, une part pour les frais scolaires, et même une ligne cadeaux et événements. Et en face de toutes ces lignes, un chiffre unique, le montant que je devrais verser chaque mois. Pas exceptionnellement, pas ponctuellement, chaque mois, comme si j'étais une rente, une banque, une ressource automatique. Je restais longtemps immobile, à lire et relire ces chiffres, ces colonnes, ces prévisions où ma présence n'existait pas seulement mon portefeuille. « Tu peux m'expliquer » ai-je demandé enfin. Chloé croisa les bras. « Ce n'est rien de dramatique, juste une organisation. On planifie, c'est normal. Tu le faisais déjà plus ou moins. On veut juste clarifier les choses. Et puis,
Elle marqua une pause, puis planta ses yeux dans les miens. Si tu veux être avec nous à Noël et après, il faut participer. Il y eut une seconde exactement, où le monde entier s'arrêta autour de moi. Être avec nous à Noël. Si tu participes, la condition, la vraie, la seule. Je crois que c'est là que j'ai compris. Vraiment compris. Que tout ce que je faisais depuis des années, tout ce que je donnais, tout ce que je sacrifiais, n'était pas perçu comme de l'amour, mais comme un dû, une obligation, une évidence. J'ai inspiré profondément. J'ai rassemblé les papiers. Je les ai reposés doucement sur la table. Et Marc, ai-je demandé d'une voix faible, il est d'accord avec ça? Chloé haussa les épaules. On en a parlé. Il comprend que c'est nécessaire. Tu sais, aujourd'hui tout le monde galère, et tu as une bonne retraite. Alors, c'est normal que tu contribues. Normal. Ce mot-là m'a transpercé comme une aiguille. Normal que je contribue. Normal que je sois comptée. Normal que je paye ma place. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit ensuite, ou de comment j'ai quitté leur maison. Je revois seulement ma main sur la rambarde, mes jambes tremblantes, et le bruit de la pluie qui frappait le trottoir. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé mon manteau, et je me suis assise sur le lit. Longtemps, très longtemps. Devant moi, tout s'écroulait. Le peu d'illusions qu'il me restait. Les souvenirs que je croyais solides. Le lien mère-fils que je pensais indestructible. Mais au fond de cette ruine, une petite lueur s'est allumée. Une lueur qui disait « Tu ne seras plus jamais une ligne de budget ». Ce jour-là, je suis devenue quelqu'un d'autre. Pas par vengeance. Pas par colère. Par survie. Par dignité. Par nécessité. Et ce que je m'apprêtais à faire, il ne l'avait pas vu venir. Il croyait me mettre face à mes responsabilités financières. Il n'avait aucune idée que je m'apprêtais à mettre fin à un système entier. Un système qu'ils avaient construit sur ma bonté et que je m'étais moi-même laissé imposer. Cette goutte d'eau n'avait pas seulement débordé le vase, elle l'avait brisé. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis sentie vieille pour la première fois. Pas dans mon corps, dans mon cœur. Vieille comme une feuille qu'on a trop utilisée, trop pliée, trop manipulée et qui finit par se déchirer. Je me suis assise sur mon lit, toujours avec mon manteau sur les épaules. Je ne trouvais même pas la force de le retirer. Les papiers que Chloé m'avait montrés tournaient encore dans ma tête, ces colonnes, ces chiffres, ce budget prévisionnel où mon nom apparaissait comme une ressource régulière. Je n'arrivais pas à croire qu'ils l'avaient fait, qu'ils avaient écrit noir sur blanc ce que je représentais pour eux. Un financement permanent, une contribution obligatoire, et non pas une présence aimante. J'aurais voulu pleurer, ça m'aurait soulagé, peut-être, mais rien ne venait, ni larmes, ni cris, ni colère. Seulement ce silence intérieur, lourd, vaste, presque froid, comme après un tremblement de terre. Je me suis levée pour allumer la lumière du salon. Je n'ai pas réussi. Je suis restée dans la pénombre, assise sur le bord du lit, les mains jointes. J'avais l'impression d'être coupée en deux. La femme que j'avais été jusqu'ici généreuse, patiente, dévouée, et celle qui, dans la cave de son propre fils, venait de comprendre qu'elle n'existait plus que comme une carte bancaire. Je n'étais pas seulement blessée, j'étais réveillée. Je me suis levée et j'ai ouvert le tiroir du buffet où je range mes papiers importants. Mon carnet bleu était là, mon compagnon, depuis plus de 30 ans. J'y ai inscrit la date. 12 décembre. Goutte d'eau. Et dessous, je ne suis plus une mère. Je suis devenue une contribution. Les mots m'ont glacée. Ils étaient exacts. Terriblement exacts. Je suis restée longtemps à fixer cette phrase. Puis je me suis souvenue de quelque chose. Quand j'avais 30 ans, juste après la naissance de Marc, je m'étais promis une chose. Je ne laisserai jamais personne me marcher dessus. Pas même ceux que j'aime. Et voilà que 50 ans plus tard, c'était précisément ceux que j'aimais le plus qui m'avaient effacé, lentement, subtilement, jusqu'à me faire croire que c'était normal. Normal de payer, normal de donner, normal de m'effacer. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une force remonter en moi. Une force ancienne, une force que j'avais presque oubliée. La force de la femme que j'avais été avant les sacrifices, avant les deuils, avant les fatigues. Je me suis demandé quand tout avait basculé. À quel moment j'avais cessé d'être maman pour devenir la solution financière. Je n'ai trouvé aucune date précise. Les dérives ne sont jamais soudaines. Elles commencent par un petit arrangement, un petit silence, un petit renoncement. Puis un jour, on découvre que l'on vit entière dans l'ombre des besoins des autres. Je me suis levée et j'ai ouvert les volets. La nuit dehors était froide,
mais claires. Je regardais les lumières des voisins, leurs sapins allumés, leurs silhouettes en train de dîner ou de rire. J'ai pensé à tous ces Noëls que j'avais construits seul, à la sueur de mon front, à mes économies, à mes mains qui enveloppaient les cadeaux jusque tard dans la nuit, tout ce que j'avais donné et tout ce qu'ils croyaient avoir droit de recevoir. Un frisson m'a parcouru. C'était fini. Le système dans lequel j'avais été enfermé volontairement, par amour, était terminé. Pas demain, pas après une discussion, pas après une négociation. Non maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un calme étrange, un calme solide, un calme différent de la résignation, un calme qui ressemblait à la décision. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas des souvenirs, pas des plaintes, des faits, un inventaire, le budget prévisionnel qu'ils ont préparé, les demandes financières des derniers mois, les remarques humiliantes, la phrase sur Noël, les implications affectives de ces comportements, les risques pour ma propre dignité. Je me suis surprise moi-même. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais une femme en train de reprendre possession d'elle-même. Puis j'ai écrit une phrase qui m'a transpercée. Il ne m'aime pas moi. Il m'aime mal. À cet instant précis, j'ai compris que ce que je devais sauver, ce n'était pas mon argent, ni ma fierté, ni même ma place dans leur vie. C'était moi. Moi, en tant que femme. Moi, en tant que personne. Moi, en tant que vie qui mérite autre chose qu'une ligne comptable. J'ai refermé le carnet, respiré profondément, et je me suis dit, à voix basse, tu vas te battre, mais pas contre eux, contre ce qu'ils ont fait de toi. Les jours suivants, quelque chose a changé dans mon regard. Je voyais différemment, je comprenais différemment. Je ne me disais plus, ils sont ingrats, mais plutôt, je les ai trop habitués. Je ne me disais plus, ils profitent de moi, mais plutôt, j'ai entretenu ce cycle. Je n'étais pas coupable, mais je n'étais plus innocente non plus. Alors j'ai pris ma première vraie décision depuis longtemps. Je ne paierai plus, ni Noël, ni les vacances, ni les factures, ni les aides ponctuelles, jamais. Et en parallèle, une autre idée germait dans ma tête. Pas encore claire, pas encore décisive, mais bien présente. Reprendre le contrôle de mes finances, réorganiser mes comptes, modifier mon testament, protéger mon patrimoine. Pas pour punir, pour vivre, pour me préserver, pour enfin choisir. Ce soir-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, un sommeil sans cauchemar, car j'avais déjà émergé du pire, et le lendemain matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Les jours qui ont suivi ma prise de conscience ont été étrangement silencieux. Pas ce silence pesant, douloureux, celui qui s'abat après une dispute ou une trahison. Non, plutôt un silence clair, organisé, presque lumineux. Le silence de quelqu'un qui prépare un nouveau chapitre, discrètement, patiemment, méthodiquement. Je n'avais plus peur. C'était cela, le plus étonnant. La peur s'était dissoute, comme si elle n'avait été qu'un vêtement trop lourd que je décidais enfin d'enlever. Je n'avais pas non plus de colère. La colère aveugle, bruyante, explosive, je la laissais aux autres. Moi, je marchais doucement, mais dans une direction précise. Ce que je m'apprêtais à faire n'était ni une vengeance, ni une punition. C'était une restitution, une reconquête, un retour vers moi-même. La première étape, je l'ai accomplie un matin froid de décembre. J'ai pris mon manteau, mon sac et mon carnet bleu, mon arme la plus fidèle. J'ai fermé ma porte doucement, comme si je ne voulais pas réveiller un passé endormi, puis je suis allée prendre le bus vers le centre-ville. L'adresse, je l'avais mise de côté depuis longtemps. L'étude de Maître Dubois, notaire indépendante, rencontrée il y a des années, pour un simple dossier administratif. En entrant dans son bureau, j'ai senti une odeur de papier neuf et de bois ciré. Elle a levé les yeux, m'a reconnu presque aussitôt, et m'a accueilli d'un sourire sincère. « Madame Renard, quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix était stable. Je lui ai parlé de mon fils, de Noël, de la phrase, du plan budgétaire où j'étais devenue un poste de dépense, de cette transformation lente, insidieuse, où l'on m'avait réduite à ce que je pouvais donner, pas à ce que j'étais. Elle m'a écoutée avec une attention tendre, sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai fini, elle a pris quelques secondes avant de répondre. « Ce que vous vivez, Madame Renard, c'est une dérive affective et financière, très fréquente, malheureusement. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, ni légalement, ni moralement. » J'ai fermé les yeux un instant,
Je crois que j'avais besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'extérieur. Alors, ai-je murmuré, j'aimerais reprendre le contrôle. De tout. Mes comptes, mes biens, mon testament, ma tranquillité. Elle hocha la tête. Nous allons tout revoir ensemble, et vous déciderez, point par point, ce que vous voulez protéger, transmettre ou modifier. Rien ne sera fait sans votre accord, évidemment. C'était étrange de l'entendre formuler les choses ainsi. Je déciderai, je choisirai, je contrôlerai. Depuis quand avais-je cessé de penser à la première personne? La réorganisation commença immédiatement. Première décision, ouvrir un nouveau compte bancaire, séparé, sécurisé, dont Marc n'aurait jamais connaissance. Je changeai même de banque, et la conseillère, une jeune femme douce, me dit en souriant, « Vous faites bien. Beaucoup de personnes se retrouvent à devoir reprendre leur indépendance financière. C'est un très beau pas que vous faites là. » Un beau pas. Je ne l'avais jamais formulé ainsi. Mais oui, c'était exactement cela. Deuxième décision. Réviser mon testament. Je l'avais rédigé à la mort d'Henri, dans un mélange de douleur et de naïveté. J'y avais laissé tout à Marc, parce que je croyais que c'était normal, évident. Mais le normal avait changé de camp. Maître Dubois me regarda longuement avant de demander « Souhaitez-vous toujours que votre fils hérite de la totalité ?» Je suis restée silencieuse. Le silence fut ma réponse. Alors, calmement, elle me présenta différentes options. Une donation partielle, un usufruit à affectation limitée, ou même une révision complète. Je ne voulais pas couper Marc totalement. Je ne voulais pas m'abaisser à la vengeance. Mais je voulais qu'il comprenne un jour ce que signifiait une mère qui se relève. Alors j'ai choisi une solution équilibrée, réduire drastiquement sa part et laisser le reste à une cause qui me tenait à cœur. Les associations qui luttent contre l'isolement des personnes âgées, une manière de dire « Vous m'avez rendu invisible, je choisirai la lumière ailleurs ». Troisième décision, fermer les robinets financiers. Tous, plus de virements occasionnels, plus d'aides ponctuelles, plus de courses juste pour donner un coup de main, plus d'avances que je n'ai jamais réclamées. Je devins invisible pour le budget familial de Marc et Chloé. Cette fois, volontairement. Pendant plusieurs jours, j'ai continué mon travail d'organisation. Je faisais des listes, je vérifiais mes revenus, je classais mes documents, je simplifiais ma vie. Et quelque chose de merveilleux se produisit. À mesure que j'ordonnais mes papiers, mes pensées s'ordonnaient aussi. Je n'avais plus l'impression d'être une femme fragile, une femme dépendante, une femme dont la valeur se mesure à la générosité. J'étais redevenue quelqu'un qui se tient debout. Une femme qui choisit. Il y eut un moment, une scène infime, qui résume tout. Je rangeais mes papiers dans une pochette grise quand je suis tombée sur une vieille photographie. Marc dans mes bras, son premier Noël. Nous étions pauvres, mais heureux. Il souriait, les joues rouges de froid, les yeux pleins de confiance. Je murmurais en la tenant entre mes doigts, « Je t'ai aimé plus que tout. Et je t'aime encore. Mais je m'aimerai aussi, désormais. » Je glissais la photo dans mon carnet bleu, parce que certaines douleurs méritent d'être gardées, et certaines forces retrouvées. Quand j'ai refermé la dernière enveloppe et rangé la dernière copie, j'ai ressenti une sensation étrange. Comme si je venais de redresser une colonne vertébrale que je croyais brisée. Il n'y avait pas de vengeance dans mon cœur, pas d'amertume, seulement une certitude. Ils allaient découvrir qui j'étais vraiment, et ce qu'une femme peut reprendre quand elle cesse de se taire. Le jour viendrait où je leur annoncerais que je ne paierai plus rien, ni maintenant, ni jamais. Et ce jour-là, je ne tremblerai plus. Le jour où tout s'est refermé, comme une porte qu'on ferme doucement mais définitivement, était un 20 décembre. Un jour banal, gris, sans éclat, le genre de journée où rien ne semble devoir arriver. Et pourtant, ce fut le jour où ma vie a basculé pour la deuxième fois, mais cette fois, sous ma propre volonté. J'étais chez moi, assise dans le salon, lorsque mon téléphone a vibré, un message de Marc. « On passe ce soir. On doit parler du dîner de Noël. » Parler du dîner. Je savais très bien ce que cela signifiait. Encore une discussion sur les dépenses. Encore une injonction à participer. Encore un rappel habillé de bonne volonté, mais qui sentait le calcul à 10 mètres. Sauf que cette fois, ce serait moi qui parlerais. J'avais passé les semaines précédentes à tout réorganiser. Mes comptes, mon testament, mes protections légales, mes accès bancaires, tout était verrouillé, solide, impeccable. Marc et Chloé ne savaient rien. Ils s'apprêtaient à entrer dans une maison qu'ils croyaient encore acquise, financée, acquiescente. Ils n'avaient pas compris que la femme qu'ils attendaient n'existait plus.
Ils arrivèrent vers 10 à 9 heures. Chloé entra la première, vêtue de son manteau beige impeccable. Marc la suivait, l'air tendu, je ne savais pas encore si c'était de la gêne, de l'impatience ou de la honte. « Bonsoir, maman », lança-t-il, un peu trop gentiment. Le ton faux m'arracha un sourire intérieur. Faux, mais utile. Cela me montrait qu'ils sentaient déjà le sol bouger sous leurs pieds. Nous nous installâmes autour de la table de la salle à manger. Je les observais calmement. C'est Chloé qui attaqua la conversation, comme toujours. « Bon, on va être clair. On a prévu un Noël simple, mais il faut répartir les dépenses. Tu comprends, non ? » Avec tout ce qui augmente, elle parla comme si elle lisait un formulaire administratif. Avec assurance, avec logique, avec ce ton poli qui masque mal l'impatience. Marc ajouta, « On ne veut plus que tu te sentes mise de côté. Alors on propose que chacun contribue. C'est plus juste pour tout le monde, plus juste. » Ce mot-là, venant d'eux, avait presque quelque chose de grotesque. Je restais silencieuse quelques secondes. Le silence les déstabilisa. Ils échangèrent un regard. Puis je posai mes mains à plat sur la table. « Je vais vous dire quelque chose, commençai-je doucement. Ma voix ne tremblait pas. Vous avez raison. Les choses doivent changer, et elles vont changer. Mais pas dans le sens que vous croyez. » Chloé fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pris une légère inspiration, comme avant de glisser une clé dans une serrure. « Je ne paierai plus pour vous, ni aujourd'hui, ni pour Noël, ni jamais. » Un silence. Un vrai, profond, tranchant. Marc blêmit. Chloé écarquilla les yeux. « Comment ça, jamais ?» souffla-t-elle. « Jamais, répétai-je. Vous avez fait vos comptes sans moi. J'ai refait ma vie sans vous. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. La douceur était bien plus efficace qu'un cri. Je sortis alors un dossier que j'avais préparé, une pochette grise, simple, où j'avais rangé les documents essentiels. Je la posai devant eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marc, déjà inquiet. « La preuve que je ne suis plus une option financière, » répondis-je. « J'ai fermé les accès que tu avais. J'ai changé de banque. J'ai modifié mon testament. Et j'ai protégé mes biens. » Ils se figèrent. Chloé devint rouge. « Tu n'as pas fait ça, » si dis-je calmement, parce qu'une mère n'a pas à acheter sa place, ni à financer le respect qu'on lui doit. Marc ouvrit la pochette. Ses mains tremblaient. « Tu m'exclus de l'héritage ? Je t'en laisse une part symbolique. Le reste ira à des associations et à des causes qui ne transformeront jamais l'amour en facture. » Il baissa la tête. La honte, enfin. Chloé, elle, était en train de faire 1000 calculs dans sa tête. « C'est insensé !» s'exclama-t-elle. « Tu nous punis. »« Non !» répondis-je. « Je me protège. » Elle voulut s'emporter encore, mais quelque chose dans mon regard l'arrêta net. Un calme qu'elle ne connaissait pas, un calme qu'elle craignait. Je me levai. « Je vous ai aimé de toutes mes forces, et je vous aimerai encore. Mais cela, c'est terminé. Vous avez refermé le couvercle sur l'amour en le transformant en addition. Je ne vous donnerai plus rien, ni argent, ni excuses, ni silence. » Ils ne savaient plus quoi dire. Je les raccompagnai jusqu'à la porte. Avant de sortir, Marc me lança d'une voix brisée. « Maman, tu ne vas pas faire ça, pas à nous. » Je posai une main sur son bras. « Je ne le fais pas à vous. Je le fais pour moi. Et c'est la première fois de ma vie. » Puis je refermai la porte, calmement, sans trembler, sans regret, sans retour en arrière. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Les jours qui suivirent cette confrontation furent étrangement silencieux. Un silence dense, presque sacré, comme si l'air autour de moi avait changé de texture. Comme si, après des années à courber l'échine, mes épaules s'étaient enfin redressées et tenaient à cette nouvelle posture. Mais ailleurs, dans la maison de Marc et Chloé, le silence n'existait plus. Là-bas, c'était l'orage. Je l'ai su sans y mettre les pieds. Je l'ai su par les messages chaotiques que Marc m'envoyait à toute heure. D'abord furieux, ensuite confus, puis désespéré. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Chloé dit que c'est injuste. Je ne comprends plus rien. Pourquoi maintenant ? On n'a pas les moyens. Tu vas regretter. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. » Puis soudain, « Je suis désolée. Je m'excuse. S'il te plaît, réponds-moi. » Ces messages s'enchaînaient comme les vagues d'une mer incapable de choisir entre colère et culpabilité. Je ne répondais pas. Non par vengeance, mais parce qu'il n'y avait rien à répondre. Tout avait déjà été dit. Tout avait été acté. Tout avait été posé sur la table, en termes clairs, définitifs.
Je savais qu'il n'avait pas encore conscience de l'ampleur du changement. Il croyait encore que c'était une crise, un caprice, un moment de faiblesse émotionnelle comme Chloé aimait dire quand elle minimisait mes sentiments. Il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un tournant, d'une renaissance, d'un retour, d'une frontière que je ne franchirais plus jamais. 3 jours après, j'ai reçu un appel inattendu. Emma, ma petite fille, celle qui avait toujours eu cette douceur dans la voix, ce respect naturel que tant d'adultes oublient avec le temps. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-elle, la voix tremblante. Papa et maman n'arrêtent pas de se disputer. Ils crient. Tout le temps, j'ai senti mon cœur se serrer. Emma ne méritait pas cela. Je suis désolée, ma chérie, murmurai-je. Ce n'est pas ta faute. Ce ne sera jamais ta faute. Elle renifla doucement. Papa a dit que tu les as abandonnés. Maman dit que tu as trahi leur confiance. Pourquoi ils disent ça? Cette phrase-là fut comme une décharge électrique. Trahi leur confiance. Moi, après avoir consacré 50 ans de ma vie à eux, j'ai fermé les yeux, respiré profondément. Ils sont fâchés parce qu'ils doivent réapprendre à vivre sans mon aide, ma puce. Et quand les gens ont eu trop d'habitude, ils ont du mal à changer. Elle resta silencieuse un moment, puis dit très doucement « Moi, je veux juste que tu sois bien, mamie. » Ces mots-là m'ont presque fait pleurer. Pendant ce temps, la situation dans leur maison empirait. Je ne le savais pas par les détails. Marc ne me les donnait pas, mais par les sous-entendus de ses messages, par le ton de sa voix lorsqu'il m'appelait, en laissant des messages vocaux que je n'écoutais que plus tard. Elle m'accuse de t'avoir manipulée, maman. Moi, je dis que c'est elle qui t'a poussé trop loin. On ne se parle plus. Elle dit que c'est toi qui détruis tout. Je dors sur le canapé. Le schéma classique. La fissure. La recherche d'un coupable. L'effondrement. Ce n'était pas mon souhait. Je ne voulais pas qu'il s'écroule. Je ne voulais pas qu'il souffre. Mais il y a un prix à payer quand on construit sa vie sur quelqu'un d'autre, sur son argent, sur sa bonté, sur sa fatigue silencieuse. Le prix de la dépendance. Le prix du confort qu'on ne voit plus. Le prix de la gratitude oubliée. 1 semaine passa. 1 semaine où je retrouvais enfin le goût de ma propre présence. Je lisais, je cuisinais pour moi seule. Je faisais de longues promenades. Je dormais mieux. Je respirais différemment. J'avais cessé d'avoir peur de décevoir. J'avais cessé d'avoir peur tout court. Et puis un soir étonnamment doux, pour un mois de décembre, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Marc était là. Seul. Il avait l'air fatigué, vieilli, comme si les jours récents l'avaient usé de 10 ans. « Maman, dit-il d'une voix basse. On peut parler? Je l'ai laissé entrer. Par devoir, par attachement, pas par faiblesse. Il s'est assis dans mon salon, mais il n'osait pas me regarder. Ses mains tremblaient légèrement. Je crois que... J'ai merdé, finit-il par dire. Je ne sais pas comment, mais je me suis laissé dépasser. Et Chloé? Chloé ne comprend rien. On se déchire. Les enfants sont inquiets. Et toi, tu m'as coupé. Il releva enfin les yeux vers moi. Tu n'aurais pas dû nous faire ça. Cette phrase, encore, comme un refrain. Je me suis redressée. J'ai parlé doucement. Non, Marc, je n'aurais pas dû vous laisser me faire ce que vous m'avez fait. C'est là la différence. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Vous avez construit votre confort sur mes épaules. Vous avez pris mon argent comme on prend une habitude. Vous m'avez fait disparaître derrière vos besoins. Et un jour, quand j'ai dit stop, tout s'est effondré. Ce n'est pas ma faute, Marc. C'est la vôtre, à tous les deux. Il baissa la tête, les épaules affaissées, comme un enfant qu'on surprend à mentir. Je veux réparer, murmura-t-il. Mais je ne sais pas comment. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu, tu commenceras par vivre sans moi. Et sans mon argent. Le reste, on verra. Il acquiesça, lentement, avec une douleur sincère, et ce fut la première pierre d'un possible avenir. Un avenir différent, mais un avenir quand même. Quand il est parti ce soir-là, je me suis retrouvée seule dans mon salon. Mais ce n'était plus la solitude triste de l'abandon. C'était la solitude tranquille de quelqu'un qui se retrouve. Le chaos était là-bas, chez eux, pas chez moi. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je n'en étais pas coupable. Les premiers jours après la confrontation finale furent comme une respiration profonde, lente, qu'on n'avait pas faite depuis des années. Je me réveillais sans tension dans la poitrine, sans la crainte d'un message de demande déguisé, sans la culpabilité d'être insuffisante. J'étais seule, oui,
Mais c'était une solitude saine, neuve, presque joyeuse, une solitude choisie et non subie. Et cela changeait tout. Un matin de début janvier, alors que je buvais mon café près de la fenêtre, une idée simple m'est venue. Pas une impulsion, pas un caprice. Un appel. Partir. Changer d'air. Me défaire des ombres. Je n'avais pas besoin de fuir, j'avais besoin d'avancer. J'ai pris une carte de la France, que je conservais depuis des années dans un tiroir, et je l'ai ouverte sur la table. Je ne cherchais pas loin. Je cherchais un lieu qui me ressemble. Finalement, ce fut comme une évidence. Le bord de mer. La mer m'a toujours attirée, même si je n'y ai jamais vraiment vécu. Elle a ce mystère, cette puissance douce, ce mouvement perpétuel. Elle vous rappelle que tout coule, que tout passe, que rien ne reste figé. Le lendemain, j'ai pris un train pour une petite ville du littoral que j'avais visitée autrefois avec Henri. Un endroit simple, lumineux, où les façades sont couleur sable, où les volets bleus s'ouvrent sur des ruelles tranquilles, où l'air sent le sel et le pain chaud. En arrivant, j'ai senti quelque chose se délier en moi, comme si un fil, tendu depuis trop longtemps, se relâchait enfin. J'ai trouvé un appartement modeste mais charmant, au 2e étage d'une maison ancienne. Une petite pièce lumineuse, un balcon qui donnait sur la mer, un parquet qui craque quand on marche dessus, le genre de craquement qui vous dit que vous êtes chez vous. L'installation fut un moment doux, presque intime. Je n'avais pas beaucoup d'affaires. Quelques vêtements, quelques livres, mon carnet bleu et 2 photographies, celle d'Henri et celle de moi avec Marc lorsqu'il était enfant. Je les ai posées sur la table, mais je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose de plus grand que la peine, un apaisement. Je faisais enfin un geste pour moi. Les jours suivants furent remplis de petites choses simples, mais ces petites choses m'ont sauvée. Je sortais chaque matin marcher le long de la plage, quand le soleil commençait à éclairer les vagues. Les mouettes glissaient dans le ciel, l'air frais me caressait le visage. Je crois que je n'avais pas respiré ainsi depuis des décennies. Je m'arrêtais parfois dans un petit café face au port. Le serveur, un jeune homme aux yeux clairs, se souvenait rapidement de ma commande. Un thé au citron, pas trop chaud. Il me parlait avec cette gentillesse naturelle qu'on ne rencontre plus souvent. « Vous vous installez ici ?» demanda-t-il un matin. « Oui, ai-je répondu. Pour un moment, pour renaître, peut être. » Il n'a pas ri. Il a simplement dit « Alors vous êtes au bon endroit. » Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont touché. Le soir, je cuisinais pour moi seule une soupe simple, du poisson frais acheté au marché, un peu de vin blanc. Je mangeais lentement, sans télévision, sans bruit, sans obligation. Le calme n'était plus un vide. C'était un choix. Je lisais beaucoup, des romans, des lettres anciennes, parfois même de la poésie. Je redécouvrais ma propre compagnie, ma propre voix intérieure que j'avais étouffée pendant tant d'années au nom du rôle de mère. Je n'étais plus une ressource, je n'étais plus une option pratique, je n'étais plus un pilier usé. J'étais une femme, juste une femme, avec un cœur encore battant et un avenir ouvert. Un après-midi, alors que je regardais la mer depuis mon balcon, j'ai reçu un message. D'Emma. Mamie, j'aimerais venir te voir. Cela m'a bouleversée plus que je ne l'aurais imaginé. Elle seule, parmi tous, n'avait jamais essayé de me réduire, de me prendre, de me mesurer. Elle avait simplement été là, avec cette douceur sincère que seuls les enfants ou les âmes pures savent offrir. Je lui ai répondu « Tu seras toujours la bienvenue, ma chérie, quand tu veux. » Et en appuyant sur « Envoyer », j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu l'illusion d'une famille. Et cela, étrangement, n'était pas une perte, c'était une libération. Ce qui devait rester, resterait. Ce qui devait partir, partirait. Et entre les deux, il y avait moi, enfin debout, enfin entière. Chaque soir, je terminais ma journée face à la mer. La lumière tombait tout doucement, et avec elle les poids que je portais depuis trop longtemps. Je me disais que ce lieu m'acceptait tel que j'étais, sans exigence, sans calcul, et parfois, en regardant les vagues se répéter sans jamais être les mêmes, je me surprenais à murmurer « Je n'aurais jamais cru pouvoir être si calme, si tard dans la vie. » Je n'étais pas en train d'oublier, je n'étais pas en train de pardonner encore, mais j'étais en train de me reconstruire. Et la reconstruction, à cet âge-là, est une forme de miracle sans magie, un miracle de volonté, de lucidité, de douceur envers soi. Ma nouvelle vie commençait, pas bruyante, pas éclatante, simple, libre, vraie. Il y a des soirs où la lumière tombe plus doucement que d'habitude,
des soirs où le monde semble se taire pour mieux vous laisser entendre votre propre cœur. Ce soir-là, sur mon balcon, face à la mer immobile comme un drap de verre, j'ai senti que quelque chose en moi touchait enfin à sa fin. Pas une fin tragique, non. Une fin douce, nécessaire, presque naturelle. La fin d'un chapitre peut être même la fin d'une époque. Je m'étais servi une tasse de tisane. La vapeur montait lentement, se mêlant à l'air salé. Dans la pénombre, je voyais les pêcheurs rentrer leurs filets, les derniers passants traverser la rue pavée. Chaque silhouette semblait me rappeler que la vie continue, même quand les liens se déchirent, même quand les cœurs se fissurent. Je ne pensais plus à Marc avec colère. La colère s'était dissipée, comme un orage lointain dont il ne reste qu'une odeur d'ozone. Ce qui demeurait, c'était quelque chose de plus silencieux, une lucidité presque tendre, une compréhension tardive, mais apaisée. J'avais cessé de lui en vouloir, non pas parce qu'il avait changé, mais parce que moi j'avais changé. Je me suis levée, j'ai marché lentement jusqu'à l'intérieur, et je me suis arrêtée devant une petite boîte en bois posée sur la table. Une boîte que j'avais trouvée dans mon ancien appartement avant de partir. À l'intérieur, j'avais rangé des fragments de vie. Un bracelet d'Emma fait en perles colorées, un ticket de cinéma des années 80, une photo de Marc dans sa chambre d'enfant et une lettre d'Henri que je connaissais par cœur. Je l'ai ouverte. Ces mots étaient toujours là, intacts malgré les années. Ne laisse jamais personne te diminuer, Hélène. Ta force n'est pas bruyante, mais elle est réelle. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. J'avais pensé qu'il parlait de mon courage de mère ou de la patience qu'il admirait en moi. Mais aujourd'hui, ces mots prenaient une dimension nouvelle, profondément nouvelle. Henri avait peu. Être vu ce que je mettrais 50 ans à comprendre. Que la douceur n'est pas une faiblesse, que le silence n'est pas une abdication, et que parfois, le plus grand acte de résistance consiste à se relever calmement. Je me suis assise et j'ai pris mon carnet bleu. Il était presque rempli. Les premières pages étaient lourdes, tachées par des larmes anciennes, mais les dernières étaient plus lumineuses, plus décisives, plus libres. J'ai écrit. J'ai perdu une illusion, pas un enfant, et j'ai gagné une vie. Puis j'ai reposé mon stylo. Je me suis surprise à sourire. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée, glissée sous ma porte. Mon cœur s'est serré en reconnaissant l'écriture, celle d'Emma. Mamie, papa dit que tu es loin, mais moi je veux venir te voir. Je peux prendre le train pendant les vacances. Je veux t'aider à faire ton sapin. Même si Noël est passé, je t'aime très fort. Emma. J'ai porté la lettre à mes lèvres. Cet enfant avait la clarté que les adultes perdent trop vite. Elle ne cherchait pas une part, ni un avantage, ni une aide matérielle. Elle cherchait une présence, la mienne. Et je me suis dit que la transmission ne passe pas par l'argent, ni par les biens, ni par les gestes forcés. Elle passe par ce que l'on montre, par la dignité qu'on s'accorde à soi-même. Emma verrait une femme qui avait souffert, oui, mais une femme qui avait choisi de ne pas se laisser détruire. Une femme qui avait repris sa voix. Une femme qui savait s'aimer sans s'excuser. C'était être le plus beau cadeau que je pouvais lui transmettre. Le soir même, j'ai allumé une petite bougie sur le rebord du balcon. Le vent la faisait danser doucement. Je regardais la flamme vaciller sans faiblir. Elle ressemblait à ma vie. Fragile, mais tenace. Une idée m'a traversé l'esprit. Et si je revenais un jour, pas pour reprendre une place, pas pour redevenir la mère utile, mais pour être simplement moi, sans obligation, sans dette, sans rôle à jouer. Je ne savais pas encore. Je ne me projetais plus avec cette pression-là. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais au présent. Je suis restée longtemps là, debout face à la mer. Le ciel était bleu nuit. La lune se reflétait sur l'eau comme un chemin pâle. Et moi, petite silhouette sur un balcon de pierre, je murmurais quelque chose que je n'avais jamais osé dire tout haut. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pour moi. Enfin, ce n'était ni une victoire triomphante, ni une revanche éclatante. Juste une vérité intime. Une vérité tranquille. Je n'avais pas reconstruit ma famille. Je n'avais pas réparé toutes les blessures. Je n'avais pas effacé les erreurs. Mais je m'étais retrouvée. Et cela suffisait. Je regardais le ciel une dernière fois et refermais doucement la fenêtre. Le bois fit un léger bruit, comme un souffle. Et dans ce souffle, dans cette nuit calme, dans cette vie nouvelle qui commençait, je pensais à toutes les femmes qui, comme moi, ont trop donné, trop longtemps, trop silencieusement. À celles qu'on traite comme des ressources. À celles qui ont peur de dire stop. À celles qui ne savent même plus
qu'elles existent en dehors des besoins des autres. J'aurais voulu leur parler, leur dire quelque chose de simple, de vrai, de profond. Alors, à voix basse, comme une prière adressée au monde entier, j'ai murmuré, le silence peut aussi être une forme de justice.